Dans ma préhistoire est fait un voyage initiatique à Rome. C'était en janvier 51, avant de m'envoler quelques semaines plus tard vers le Canada. Me voici donc sur le toit de Saint-Pierre avec mon ange gardien de l'époque. J'aurais voulu à un moment donné avoir énormément d'argent pour faire pour être libre, pour en donner, parce que je suis, je crois, fondamentalement un être généreux. Et donc, encore aujourd'hui, en ayant plus ou moins adopté une famille thaïlandaise et vivant ici, ils sont là mes voisins, je leur... je suis un dépense-gros dans cette relation avec cette famille que j'ai adoptée. Regarde s'ils sont beaux, regarde ça. Ça c'est du cinéma vérité. Ils sont cabotins, c'est pas croyable comme ils sont cabotins. Ce n'est pas le jardin extraordinaire de Charles Trenet, mais c'est un embryon. Parce que le jardin extraordinaire de Charles Trenet, je l'ai trouvé en Amérique du Sud. Mais là, j'ai quand même du piment dont comme chacun sait, c'est le pépin qui est le piquant. Donc, si on enlève le piment, il ne pique plus. Ça, c'est encore du piment. Ça, c'est le basilic thaï. C'est pas exactement le basilic italien qu'on connaît. C'est un goût différent. Et de la menthe, qui est malade. Ma menthe est malade parce que tout ça, c'est des produits non traités. Les animaux raffolent de ces plantes dans lesquelles il n'y a aucun danger. D'ailleurs, quand je vais au marché et que j'achète des légumes qui sont à moitié rongés par des bestioles, bien entendu, une fois bouillis, il n'y a pas de problème. Et pourquoi est-ce qu'ils sont rangés par des bestioles? Parce que les gens qui les cultivent n'ont pas les moyens d'acheter des produits. Ça coûte trop cher d'acheter des produits. Donc on est sûr que c'est des produits de qualité. Et voilà pourquoi dans les petits marchés en Thaïlande, vous trouvez des choses absolument exceptionnelles en ce qui concerne les fruits et les légumes. Dans cette cuisine me vient à l'esprit cette jolie phrase de Colette: « Si vous n'avez pas quelque talent de sorcellerie, inutile de vous mêler de cuisine. » Et voilà mon frigidaire qui se visite. Il y a là beaucoup de salades de fruits parce que je mange beaucoup de fruits et également beaucoup de légumes qui sont préparés et qui peuvent passer après au congélateur de manière à ce que, bien entendu, je ne jette jamais rien. À Tokyo, il y avait dans un centre d'achat un jeune homme très élégant qui était au bout d'une fourchette en train de peler son oignon. Et c'est une des plus belles choses que j'ai vues sur la façon dont il traitait l'oignon. J'étais avec un ami et j'ai dit « Regarde, regarde ». Alors il était là, il épluchait l'oignon, c'est un gros oignon. Et il l'épluchait comme moi j'épluche un petit oignon, mais lui c'était un gros oignon. Scène magnifique, c'est ce que j'aime quand je voyage, ces scènes uniques, ces choses qu'on voudrait photographier, on ne peut pas, c'est mémorisé. Bravo, la mémoire. On n'a pas beaucoup de temps, on ne va pas se mettre à faire des recettes longues. En fait, c'est le ceviche que l'on connaît dans tous les pays latino-américains. Je le fais avec du saumon de très haute qualité. Je ne peux pas vous donner plein de recettes de cuisine, puisque d'une part, je les invente au jour le jour en fonction de ce que je trouve au marché. Et j'invente. Je ne suis pas un gars qui est là avec les livres de recettes, je n'en ai aucun. Et j'arrive avec, je suppose, suffisamment de curiosité, en fait, à faire des choses insolites et qui sont effectivement très bonnes. J'ai préparé une sauce avec du miel, du vinaigre de riz, de l'huile d'olive,
et également différents petits secrets que je ne dévoilerai pas. Alors après, c'est d'une simplicité évangélique. Je prends les petits bouts de saumon comme ça, je les trempe et je les place les uns au-dessus des autres. Voilà. Et ensuite, je les engrange dans des petites boîtes de plastique. Voilà les résultats. En y ajoutant du basilic italien et le fameux basilic thaï, et bien entendu tout petit peu de piment, dont voici la fleur, et piment dont je vous l'ai montré tout à l'heure, j'enlève les graines. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, et voici le résultat. Et mon cher, je vais même vous en offrir, si vous voulez bien, et en déguster. C'est très bon. Je me suis retrouvé au 401e régiment d'artillerie antiaérienne et à quelque temps de là, on a tourné Dieu a besoin des hommes devant le truc. Alors je me suis trouvé un figurant et c'est donc... mais enfin je m'intéressais peut-être un peu au cinéma avant, mais ça a été une raison supplémentaire. Et après, à Radio-Canada, ayant fait carrière, de fil en aiguille, étant aussi l'un des fondateurs de la Cinémathèque, je suis devenu un assistant à la direction des programmes de Radio-Canada, ce qui m'a valu d'aller plusieurs années consécutives au Festival de Cannes et à de nombreux festivals. Oui, c'était, je crois, il y a 15 ou 20 ans. J'avais mis un peu d'argent dans une société qui produisait des disques sur la musique baroque latino-américaine. Et puis on faisait chaque année un voyage assez sympa. Et cette année-là, on allait justement en Bolivie. Et nous étions, je pense, entre Buenos Aires et La Paz. Et comme toujours, je parle fort et je racontais une histoire, je ne sais quoi, à mes collègues. On était 7 ou 8 répartis sur 4 rangées de 2 sièges, donc je parlais fort. Et tout d'un coup, il y a un monsieur à l'autre bout, en face, donc de l'autre côté complètement de l'avion, qui se déplace et vient vers moi. Et je vois venir et tout d'un coup, il me chuchote à l'oreille: « Écoutez, monsieur, votre vie est certainement passionnante, mais elle ne m'intéresse pas. » Je rentrais de Santiago du Chili, je m'en allais à Buenos Aires et j'étais en première sur Swissair et j'avais à côté de moi une femme dont a 70 ans à peu près, extrêmement élégante, une Suisse, une dame suisse. Et à un moment de temps, au cours du vol, elle me dit: « Excusez-moi, je vais en classe économique. » Et elle va en classe économique, elle part, elle revient 7-8 minutes après. Elle me dit: « Oui, vous savez, mon petit-fils voyage avec moi, mais il a 12 ans et il ne sait pas encore, il est un peu jeune pour apprécier les premières. Alors il voyage en classe économique, c'est très bien. » Et on allait atterrir il y avait une escale à Sao Paulo, et on allait donc atterrir à Sao Paulo, et tout d'un coup, il y a un orage, alors là, vraiment d'une violence inouïe, hein, avec les éclairs qui zébraient l'avion. On sait que c'est la cage de Faraday, qu'il n'y a pas de danger, mais enfin, c'était quand même extrêmement éprouvant. Alors elle me prend le bras comme ça, puis elle serre très fort, puis elle dit: « Monsieur, enfin, quand même, nous sommes dans un avion suisse, ils vont vouloir sauver l'avion. » Il est évident que j'en ai fait des chambres d'hôtel dans ma vie, plus d'une, mais je crois que la pire, c'était au Chili. Et j'arrivais par bateau dans une espèce de port où on avait l'impression que c'était le bout du monde d'une part. L'hôtel était complet et finalement il voyait que j'étais dans un état de fatigue extraordinaire et le gars me dit: « Écoutez, il y a quand même une chambre en haut, mais elle est vraiment quelconque. » J'ai dit: « Donnez-la moi. » Et je me suis retrouvé, je crois que j'ai rampé pour trouver la porte. C'était sous les toits et bien sûr pas de climatisation, c'était épouvantable. La première fois que je suis venu à Singapour, je l'ai trouvé le quartier chinois. Or là, vous venez de me faire passer je ne sais où.
On n'a pas vu de quartier chinois, on marche depuis 4 heures, je suis épuisé, il n'y a pas de quartier chinois. Et à l'époque, j'avais été invité par Air France à faire le vol inaugural sur le pôle, au-dessus du pôle, qui raccourcissait le voyage. Et je suis revenu par le sud-est asiatique par petites étapes, et je suis arrivé à Singapour, et je suis allé dans un hôtel, je me souviens très bien, admirable et ravissant, dans le quartier chinois qui existait. Il n'y en a plus. Vous m'emmenez là où vous avez voulu m'amener, on est parti en avion. Ce n'était pour moi que le 2331e vol, je dois vous dire. Hein. C'était quand même pas le premier. Dites-moi, posez-moi la question, le premier de mes vols, ben, c'était tout simplement pour me rendre au Canada en 1951, j'avais 20 ans. À l'époque, c'était 26 heures d'avion, avec 3 escales, en Irlande, à Shannon, la seconde à Keflavik, en Islande, et la troisième, Gander, qui venait d'être, d'ailleurs depuis peu, une province canadienne. Eh bien ça, c'est la Chupiquaro du musée du Quai Branly, à qui j'ai écrit à peu près 100 lettres de toutes les villes où j'allais, quand je voyageais beaucoup et plus qu'aujourd'hui. Je lui écrivais, en fait, j'étais le script de celle de Barcelone, qui est au musée de Barcelone, et comme j'avais l'avantage de parler de Chupiquaro premier, eh bien, je faisais le scribe de la Chupiquaro de Barcelone. On mettait son hologramme dans sa niche à Barcelone. Je partais avec dans mes valises et on faisait des voyages ensemble. Et donc, après, celle de Barcelone, par mon biais, écrivait à celle du musée du Quai Branly. Jeune, quand je voyageais en France, je visitais bien sûr en priorité les cathédrales. Et maintenant, je regarde ça sans prier. À 20 ans, j'avais sans doute le vertige de la vie, ça certainement. Mais après tout, ça m'a assez bien réussi. Si je parlais de vertige, un autre, c'est le vertige de l'Asie. Parce que l'Asie, hein, quand on regarde cette ville, qu'on regarde Shanghai, qu'on regarde Hong Kong, alors oui, là, on a le vertige. C'est une histoire en Concorde qui est très drôle. C'était entre Paris et New York. Théoriquement, je devais avoir la place 1A. Et quand je suis monté dans l'avion, on m'a dit, le chef de cabine m'a dit, écoutez, je suis désolé, nous avons un passager très important et son épouse, et donc il n'est pas question, ça ne vous ennuie pas de prendre simplement le 2A. J'ai dit, mais pas du tout, monsieur. Et tout d'un coup, je vois arriver Jacques Chirac, qui était à l'époque maire de Paris, avec son épouse. Je me lève par politesse, et Chirac, se disant, tiens, ce monsieur s'est levé, peut-être qu'il me connaît, moi je ne le connais pas, et il dit Jacques Chirac, et moi je dis mon nom, je dis Guy Joussemet du Bois de la Garde de Saint-Avogour-des-Landes, qui est le lieu-dit où je suis né. Alors Chirac se dit, ça doit être un petit nobliau, et il s'assied. Et puis à un moment donné, on nous sert le repas. Un homard, en regardant le menu, je ne me souviens plus de quoi c'était, mais c'est un homard à la fleur de safran. J'avais déjà eu, j'avais Jean Concorde plusieurs fois, et j'avais eu le même menu. Et donc, c'est un peu sec, ce genre de choses. Je dis à Chirac, écoutez, faites verser un peu de champagne dessus, et vous verrez, c'est très bien. Alors, il fait verser un peu de champagne par l'hôtesse, et ça déborde. Et donc, ça tache son pantalon. Et là, moi j'étais ennuyé, mais l'hôtesse l'était encore plus que moi. Et il s'en va dans les toilettes et il change de pantalon. Entre-temps, j'avais parlé à son épouse quand il rentre, je lui dis comme ça, et madame, je suis confus. Elle dit non, 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 ça lui arrive tout le temps. L'hôtesse vient près de moi et me dit, je suis vraiment confus, monsieur, vous semblez bien le connaître. Et je dis oui, je suis son valet de chambre. Alors, chiens et chats, j'ai toujours aimé avoir, mais surtout des chats, parce que les chiens, c'est un peu plus compliqué, mais là, j'en ai un, c'est le chien du voisin, hein. Mais je l'aime beaucoup. Le voilà. Alors, ce chien, je lui donne le nom de Médor, mais je ne sais pas le nom qu'il a. Mais nous avons des relations privilégiées avec lui. Je l'ai nourri pendant presque 6 mois, parce que j'avais l'impression que ses propriétaires étaient partis en voyage.
Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, ils se sont aperçus que j'avais de bonnes relations avec lui et ils ont mis un écriteau là un peu plus loin, chien à vendre. Alors que moi, il n'est pas question que j'achète un chien. Il n'est pas question, mon cher, que je t'ai comme chien de garde. Voilà, ça c'est des carcasses de poules que j'achète au marché, qui va partir avec. Elle va partir avec. Voilà. Oh, elle s'en va. Elle s'en va. Elle s'en va déguster sa carcasse de poulet. C'est le seul chat que je puis prendre dans mes bras. C'est un nouveau venu. Il y a très peu de temps que je l'ai et les deux autres qui sont totalement sauvages ne l'acceptent pas. Ils se battent et il est plein de blessures. Vous voyez là, il l'a mordu à cet endroit. Et un beau jour, il partira. Il s'en ira pour de bon, mais j'ai toujours peur, là je vais partir en voyage 3 jours, et j'ai peur de ne pas le retrouver. Je change, je modifie à mon âge, je modifie mes voyages, je fais des voyages beaucoup plus courts, parce que je me pose des problèmes à propos de mes chats. Hein, n'est-ce pas, Mimi? Regardez s'il a besoin d'affection. En plus, il est cabotin, hein. Vous vous rendez compte? Il permet des gros plans. T'es un petit cabotin. Viens, Minou, viens, Minou. Ah non, ça recommence. Mais cette fois, hein, je m'en mêle pas. Voilà. C'est-à-dire, je venais de faire connaissance avec un jeune Mexicain qui, d'ailleurs, sortait du lit d'un grand écrivain américain célèbre pour, entre autres, La chatte sur un toit brûlant. Tout le monde peut savoir qui c'est. Et il vient de se fâcher et finalement, ce garçon qui est devenu un ami très proche pendant de nombreuses années, jusqu'à sa mort, eh bien, m'a amené dans un marché qui s'appelait effectivement le marché aux voleurs, parce qu'on pouvait là retrouver l'appareil de photo qu'on vous avait piqué dans la semaine dans votre hôtel, et il y avait moyen à ce moment-là de le racheter à un prix plus bas. Il y avait là un objet qui me faisait penser au Sénéchio de Paul Klee, et cet objet, je l'ai échangé contre un chandail. Ça s'appelle un cambalache. Le vendeur était un brocanteur qui voulait mon chandail, il voulait faire un échange. Et puis j'ai pu lui dire que je voulais lui en apporter un neuf, en tout cas lui faire livrer un neuf dans un délai raisonnable, et il m'a donné l'objet. Il a même été merveilleux parce que je pouvais partir avec l'objet et jamais envoyer le chandail. Et puis, comme j'avais envoyé après le chandail, mon ami mexicain qui est venu me voir quelques mois plus tard au Canada est revenu avec 2 autres statuettes et en me disant, Chacharitas a dit j'ai besoin de 2 autres chandails. Alors, ces objets qui font une vie, je voudrais parler d'objets qui finalement ont une importance considérable dans ma vie. Par exemple, voici une petite vierge en porcelaine. On peut dire que c'est l'ancêtre des timbres primes. Maman, par exemple, achetait ses draps de commerçants qui passaient d'une maison à l'autre, et quand on en avait acheté, par exemple, je ne sais pas, 6 paires, ils venaient avec un cadeau. Alors ça pouvait être, par exemple, c'en est une, c'est une authentique petite vierge qui m'est restée depuis dans ma famille. Oui, un autre objet que j'appelle donc objet de culte, c'est le missel de ma tante Marie du Champ-Saint-Père. C'était une famille de peu d'enfants, ce qui était relativement rare à l'époque, puisque du côté de ma mère, ils étaient 10. Ma grand-mère paternelle
elle n'avait mis au monde que 2 enfants, mon père et sa sœur, la tante Marie. Et la tante Marie était pieuse et elle avait un missel que voici, avec plein d'images pieuses à l'intérieur qu'elle récoltait parfois dans des tablettes de chocolat Meunier. Et c'était en général des images religieuses et elle notait au dos, parce qu'elle les priait. Et si donc l'une d'elles, l'un des saints avait exaucé ses vœux, elle mettait une petite note comme quoi il était très bon. Alors c'est assez intéressant parce que j'ai retrouvé ça au Mexique, dans une région, dans les Chiapas, et les Chamoulas avaient un culte à ses voisins dans l'église de San Juan Chamula. Il y avait donc des statues de saints très importants, Saint Pierre, Saint Paul. Si le saint était bénéfique, alors il le revêtait de vêtements, de dentelles, de différentes choses. Et s'il n'était pas bon, alors il le déshabillait complètement et le sortait dehors. Ça, c'est ce que j'appellerais des tableaux de voyage, parce que j'ai ainsi plusieurs petits tableaux que j'emporte en voyage, et si je suis dans une chambre d'hôtel modeste, ou si je suis chez l'habitant, par exemple en Amérique du Sud, je voyageais en dormant chez l'habitant, j'ai dans mes bagages ça peut être une affiche, ça peut être mais j'ai aussi parfois des tableaux originaux, et c'en est un, c'est un tableau d'une artiste très importante, bien connue des connaisseurs, Marcel Kahn, C-A-H-N, et ça s'appelle un hommage à Chirico, et c'est un tableau qui vient de la galerie Denise René et qui est absolument superbe et qui, dans un endroit le plus incongru, tout d'un coup illumine de sa présence et m'aide à continuer mon voyage. Un ami qui s'occupait également de production en Mexico avait besoin d'un montant de 60 000 $ et il me demande est-ce que je pourrais le faire envoyer par la banque sur ton compte et tu me le remettrais en liquide. Je lui donne l'argent, on se retrouve ensemble à Mexico et je lui donne l'argent et donc tout se passe bien. Et à quelque temps de là, je reviens à Mexico et à ma grande surprise, je vois sur mon compte à la Banamex, voilà, je garde ça en souvenir, que l'argent n'a pas été débité. C'est-à-dire que je l'ai bien sorti, mais il n'a pas été tiré de mon compte. Alors, se pose pour moi, et il y avait un temps long, il s'était passé à peu près, je sais pas, 1 an et demi, au minimum. Et je me dis que c'est quand même, est-ce que je fais, est-ce que je dis rien? Et je me souviens toujours, je dis, je vais peut-être quand même aller voir si je peux transférer cet argent en Suisse, puisque moi j'avais un compte en Suisse, je travaillais en Suisse, c'était tout à fait normal, j'avais besoin d'un compte, et il n'y avait pas du tout de combine et de machin. Et je traverse la rue, je vais dans une autre banque, et je dis, si je vous apporte aujourd'hui 60 000 $, est-ce que vous les transférez? Il n'y a aucun problème, ça va partir, aucun problème, il y a des frais de transfert modiques. Et à ce moment-là, se pose à moi la question que m'avait posée, êtes-vous un homme honnête? Et je dis au fond, si je renvoyais l'argent, personne ne s'en apercevrait et j'aurais quand même fait un joli coup, c'était énorme, 60 000 $. Mais il y a quand même quelque chose qui me dit, écoute, ça, alors, là me vient à l'esprit, je dis, eh bien, voilà ce que je vais faire. Je vais tirer ça à pile ou face. Si c'est pile, par exemple, je ne me souviens plus ce que j'ai choisi, je garde l'argent. Si c'est face, je préviens la banque. Et c'est face qui sort, donc je me prépare à prévenir la banque et à dire et quand 2 jours après, ou même pas, je ne sais pas si ça se déroulait, ça peut-être un week-end, en tout cas, je n'avais pas prévenu la banque, je n'ai pas fait ça immédiatement, il n'y avait aucune urgence, ils avaient attendu déjà presque 1 an et demi. Quand ma grande amie Brigitta Alexander me dit « Écoute Guy, il y a une chose épouvantable qui se passe, j'ai reçu la visite d'un employé de la Banamex qui était affolé, il dit c'est abominable, c'est moi qui ai fait ce transfert d'argent, est-ce que vous savez où il est, monsieur Jousmet, nous n'avons jamais pris l'argent et moi je vais être foutu dehors, etc. Mais je dis mais c'est incroyable la coïncidence.
et que justement je viens de m'en rendre compte et l'argent est toujours là. Je n'ai pas dit évidemment à mon amie Brigitte Alexander qui aurait jeté les bras au ciel et qui aurait dit mais c'est pas possible Saligo, que j'avais envisagé de ne pas envoyer l'argent. Et l'affaire ça a été réglée. Alors ce que j'ai trouvé merveilleux c'est que finalement ils avaient au bout d'un an ils m'avaient envoyé des intérêts et qu'ils ont repris aussi les intérêts. L'époque que j'ai franchie, qui était la nouvelle figuration, j'ai acheté des objets que j'ai donnés au musée, pour lesquels je n'ai pas payé d'impôts, mais si aujourd'hui ces œuvres-là, il y a des listes époustouflantes. Je puis dire aujourd'hui que j'ai fait la plus mauvaise affaire de ma vie. Moi qui étais un collectionneur, qui ai bradé ma collection, elle vaudrait aujourd'hui, la collection d'art précolombien, je parle. Je l'ai bradée il y a 25 ans pour quelques centaines de milliers de francs suisses, alors qu'aujourd'hui elle vaudrait 25 ou 30 millions d'euros. Mais je veux dire, ça ne m'empêche pas de vivre, de faire vivre à côté une famille qui m'aime, de pouvoir m'offrir de temps en temps la première classe et de manger à ma faim une cuisine que je fais moi-même, que j'apprécie, qui est saine puisque me maintient en bonne santé et me permet de répondre encore avec un minimum d'intelligence et d'acuité aux questions que vous me posez. Et vous m'avez donné le goût de vivre encore 10 ans. Ma sœur Yvonne, poussée par moi à peindre, avait vers 90 peint 2 colombes. C'était un tableau absolument exceptionnel, mais sous aucun prétexte elle ne voulait le vendre. Et je reviens chez elle, puisque à cette époque j'étais presque toujours à l'étranger, je reviens donc en Vendée, et je lui dis « Où sont les colombes ?» Alors elle me dit « Oh, il y a quelqu'un qui a assisté, c'est un bon client, je les ai vendus. » J'ai dit « Alors écoute, là vraiment, ce n'est pas gentil, c'est une saloperie que tu m'as fait. Alors je te condamne à peindre, d'après le sujet suivant, le peintre en enfer peint le cul du diable. » Alors voilà le résultat. Messieurs les psychanalystes, jugez-en.